Le Caire, avec ses 20 millions d'habitants, est devenu la capitale d'un nouveau phénomène, la bimbomania. Une nouvelle génération de chanteuses sexy qui défraient la chronique avec leurs clips aguicheurs et leurs poses lascives. Un phénomène présent un peu partout dans le quotidien des Égyptiens, mais aussi dans les autres sociétés arabes. Les affiches et les panneaux publicitaires à l'effigie de ces stars contrastent avec la réalité des femmes dans les rues. Ici, 80% des femmes portent le voile, qu'on appelle le hijab, ou le voile intégral, qu'on appelle le niqab. Mais les bimbos d'Orient se sont surtout fait connaître via les paraboles et les chaînes satellitaires qui diffusent en continu leurs clips sexy. Elles incarnent le nouveau fantasme des pays arabes. Elles illustrent le paradoxe des sociétés du Moyen-Orient, partagées entre ce désir de liberté et de l'autre, la contrainte du cadre religieux. Mais aujourd'hui, ces jeunes stars doivent aussi affronter la pression sociale et la mise à l'index par les islamistes. La pression intégriste a déjà eu raison du cinéma, de la danse et d'autres domaines culturels. Dans ce contexte, ces chanteuses sont devenues un échappatoire dans une société de plus en plus fermée. Les printemps arabes permettront-ils de libérer la société ? Alors qu'aujourd'hui les révolutions arabes semblent profiter aux islamistes, peut-on craindre pour ces chanteuses qui repoussent sans cesse les limites? Nous suivrons les Égyptiennes Ruby et Sandy. Nous verrons pourquoi elles défraient la chronique et comment fonctionne ce marché. Et pourquoi ce phénomène est le dernier espace de liberté dans une société qui s'est figée. Sandy est l'une de ces nouvelles chanteuses. À 23 ans à peine, avec déjà 3 albums derrière elle, elle s'est essentiellement fait connaître à travers ses clips où elle n'hésite pas à s'afficher le plus dénudée possible. Une attitude qui fait scandale. Je suis Sandy, la bombe égyptienne. Je rêve d'une popularité mondiale comme Beyoncé, Rihanna ou Lady Gaga. Toutes mes chansons ont été l'objet d'une controverse parce que je me concentre dans mes clips essentiellement sur l'aspect corporel. C'est ce sur quoi je travaille en priorité. Que ce soit le look, l'attitude ou l'apparence physique. Je m'intéresse à tous ces détails. Je me censure pas si on voit des parties de mon corps. Le succès repose essentiellement là-dessus. Une attitude qui contraste et fait scandale, car les stars du Proche-Orient ressemblaient à cela il y a encore quelques années. Une allure chaste et des paroles romantiques. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération affiche un autre style qui n'a plus rien à voir. Les chanteuses bimbo affichent leur plastique plantureuse et leur chorégraphie. Une attitude que Sandy revendique comme une forme d'émancipation. On me juge trop libre en ce qui concerne ma manière de m'habiller et d'être. C'est trop osé par rapport à ce qu'ils connaissent et ce qu'ils définissent comme critères. En général, la fille égyptienne a des rêves limités qui vont s'arrêter au mariage. Je suis libre et j'aspire à plus que ce que la société veut bien me proposer. Où que je puisse arriver, j'en voudrais toujours plus. La vision de Sandy n'est pas en odeur de sainteté chez les frères musulmans, qui exercent un poids grandissant dans la société et dans la vie politique du pays. À la confrérie, le responsable des affaires culturelles s'oppose formellement à l'imagerie de ces chanteuses. L'art doit avoir un cadre moral. Il n'est pas utile de faire des scènes de nu et d'appeler cela de l'art. Ça ne correspond pas et ne convient pas aux mœurs et aux règles de vie de notre peuple. Il faut observer les règles de pudeur, de respect de soi et de réserve.
La règle du voile doit être respectée. Je parle du hijab, le voile qui couvre la tête, et pas du voile intégral, le niqab. Voilà ce que nous défendons, mais nous ne voulons pas l'imposer. Nous voulons que ce soit le peuple qui accompagne ce choix. L'exemple de Sandy est loin d'être marginal. Ce phénomène des bimbos s'est banalisé. Si aujourd'hui Sandy et d'autres chanteuses se lancent dans ce nouveau créneau, c'est grâce à cette jeune femme, Ruby. Elle est devenue à la fois un phénomène de société et l'une des personnalités les plus controversées en Égypte. J'ai toujours aimé danser devant le miroir, dans l'intimité pour ma mère et ma tante. Je reprenais des vieux morceaux et cela ne posait pas de problème. Et puis c'est devenu un métier sans vraiment y réfléchir, sans que ce soit prémédité. Et là, c'est devenu plus compliqué. On est dans une société conservatrice, donc les critères d'appréciation de l'art sont hypocrites. La danse, la chanson, ça fait partie de la tradition du pays. Le problème, c'est qu'on veut mélanger la religion à cela. Et je me suis très vite heurtée à cette réalité. C'est sans doute ma spontanéité qui a dû choquer. Une liberté affirmée jusque dans ses clips. Son premier titre, littéralement « Tu sais pourquoi ?», la montre dans les rues de Prague en danseuse du ventre. Ce sera le clip le plus diffusé sur les chaînes du Moyen-Orient et sa carrière sera définitivement lancée. Ruby choque et déchaîne les passions. Et dans les rues du Caire, les avis sont tranchés et les réactions ne se font pas attendre. Elle ne représente pas notre culture. Ce qu'elle fait n'a rien à voir avec l'Égypte. Oui, je l'aime. Elle ne me choque pas. Elle est délicieuse et ses chansons sont belles. Elle est très jolie et s'habille bien. J'ai acheté son dernier album. J'aime bien ses clips et sa manière de bouger. Avec le succès, Ruby s'est construit une solide base de contradicteurs. Et certains se sont élevés contre elle. C'est le cas de cet homme, Nabi El-Wash. Il est avocat. Et pour lui, lutter contre la diffusion de ces chanteuses est un engagement civique et citoyen. Ces clips ont fait voler en éclats les fondamentaux de la famille égyptienne. Ce ne sont même pas des clips, mais des sex-clips comme on les appelle ici. Je me suis battu devant les tribunaux pour faire interdire la diffusion de ces sex-clips. J'ai gagné, mais malheureusement la décision de justice n'a jamais été appliquée. Ruby vit dans ce quartier excentré du Caire, un quartier résidentiel et huppé. Salut. Voici mon immeuble. J'habite ici depuis 2 ans, dans le quartier de Héliopolis. Et tous ces gens, ce sont mes voisins. Des voisins ont reconnu la star. Ils engagent la conversation. Tu vis ici ou au Liban? Pourquoi je vis ici? Ah, je ne t'avais jamais vu ici. On tourne en ce moment. Vous tournez? Ah, s'il y a un clip, je veux venir. Le dernier clip, il vient d'être fini. C'est celui avec cette danse qui fait comme ça sur un son de house music. Et toi, tu aimes ce que fait Ruby? C'est agréable ce qu'elle fait. Mais tu aimes ce qu'elle fait? Je ne sais pas trop quoi dire là comme ça. Si tu n'aimes pas ce qu'elle fait, tu peux le dire. Aimer ce qu'elle fait, pas totalement. Mais dire que je n'aime pas ce qu'elle fait, je ne peux pas dire cela non plus. Ça suffit. Ruby a marqué les esprits avec ses clips. Tout le monde en a parlé et c'est parfois dur de se faire un avis, si c'est bien ou non. Elle est d'autant plus appréciée qu'elle a des détracteurs, je dirais. Elle est connue pour être passée dans la zone rouge, comme on dit. Mais Ruby, pour vous, est-ce qu'elle incarne la jeune femme moderne égyptienne? Ruby, disons qu'elle est sophistiquée. C'est plus une icône. Quelqu'un de différent qui n'a pas froid aux yeux. Et c'est pour ça que ça marche.
Les filles que tu croises tous les jours ne sont pas aussi libres, aussi sophistiquées en somme. Tu vois ce que je veux dire? Mais ici en Égypte, je ne connais aucune femme qui soit comme ça, qui n'ait pas froid aux yeux. Stop, je ne veux pas que tu me colles comme ça. Nous ne parviendrons pas à savoir réellement ce que pensent ces jeunes hommes. Timides, pudiques et peut-être un peu honteux face à celle qui est devenue un fantasme, parfois coupable. En Égypte, les rapports hommes-femmes ne sont pas évidents et ce, même chez les jeunes. Ruby vient de sortir son nouveau clip avec une chorégraphie qui a eu un retentissement sans précédent. Maintenant, je vais à la gym. Je vais faire des exercices et répéter des mouvements de la chorégraphie pour mon clip. Un clip qui a de nouveau fait scandale. Pour comprendre, nous la suivons dans la salle de gym. Cette partie de la chorégraphie à caractère sexuel a été effacée sur le tournage même du clip par la commission du film. Mais même amputés d'une partie de leur chorégraphie, les clips de Ruby sont devenus un problème politique qui a trouvé une résonance jusqu'à l'Assemblée nationale. Les frères musulmans ont été les premiers à réagir. Et Hamdi Hassan, représentant du parti fondamentaliste, s'en est vivement pris à la chanteuse. C'est ici le siège des frères musulmans. Nous sommes 88 députés et c'est ici que nous nous réunissons. Il a tenté de faire interdire les clips de Ruby, mais en vain. Nous lui montrons les images d'un des derniers tubes de Ruby. Mais il n'est pas très bavard sur la chanteuse dont il refuse même de prononcer le nom. C'est précisément ce que nous refusons. Cette culture, cette pensée sont contre l'islam. L'islam n'aime pas ce genre de choses. Et nous ne considérons pas cela comme de l'art. Si ça c'est de l'art, nous sommes contre. Nous le refusons. Première force d'opposition dans le pays, l'influence des frères musulmans est de plus en plus visible en Égypte. Ils manifestent pour un retour fondamental aux valeurs de l'islam. Et chez eux, les chanteuses bimbo ne sont pas en odeur de sainteté. Je n'aime pas ce qu'elle représente. Je n'aime pas ce type de musique et ce qu'elle raconte. Les clips sont trop posés, c'est vulgaire. Ce que j'aime le moins, ce sont leurs tenues vestimentaires. Et les poses qu'elles prennent. Ça va trop loin. Aujourd'hui, ces jeunes stars doivent affronter à la fois la pression des intégristes, mais aussi la pression sociale, et parfois même familiale. Ruby a vécu tout cela. Elle nous a donné rendez-vous ce soir dans un bar branché de la capitale où elle a l'habitude de se rendre. Elle a convié sa sœur et ses cousins et se remémore la mise en garde qui lui avait été faite. Au début, ma famille ne voulait pas que je devienne chanteuse. Elle me répétait sans cesse que le milieu artistique n'est pas le nôtre. Que la chanson c'était péché et contraire à l'esprit de la religion. Je n'ai pas écouté tout ce qu'on disait, parce que l'essentiel pour moi c'est d'être en conformité avec mes désirs. Je veux faire plaisir à ma famille, mais sans renier mes envies profondes. Quand notre famille a vu le succès de Ruby grandir auprès du public, nous ne sommes plus opposés à ce qu'elle fait. Nous lui avons juste dit de faire attention. C'est un milieu réputé dangereux et amoral. Malgré la rigidité de la société égyptienne, Ruby, Sandy et les autres égéries de la pop arabe bénéficient d'un large canal de diffusion via les paraboles et les chaînes de clips qui diffusent du Liban et des États les plus libéraux du Golfe, mais aussi d'Égypte. Au Caire, voici le siège de Mazika, l'une de ces nouvelles chaînes qui diffuse 24 heures sur 24 ces clips controversés. Des clips qui parviennent à cohabiter dans des sociétés qui se radicalisent. Et pour le patron de la chaîne, c'est facile à expliquer.
Cette mode des clips sexuels, comme on les appelle ici, commence à peine. Ce marché se développe de plus en plus, car il exprime la frustration de la société. En effet, la pornographie est illégale ici. Aujourd'hui, un réalisateur, pour garantir le succès de son clip, commence d'abord par réfléchir aux éléments sexuels qu'il pourra se permettre. Le paradoxe entre modernité et tradition s'incarne jusque dans les rues du Caire. Dans les rues commerçantes cohabitent sans problème femmes voilées et boutiques de dessous sexy. Une image forte qui illustre la dualité des sociétés du Moyen-Orient. Sonder l'Égypte contemporaine, c'est aussi en sonder les antagonismes, les contradictions et les paradoxes. Dans les beaux quartiers, les étudiants égyptiens côtoient le petit monde des expatriés. C'est l'Égypte des privilégiés. On y organise des soirées où on peut boire de l'alcool et échanger librement. Rim est égyptienne et francophone. Pour elle, ces stars renvoient à la question de l'interdit et de la transgression. Ça a une influence sur tout le monde. C'est ce qu'on veut bien faire, mais qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire à cause de la pression de la société, à cause de la pression qu'on exerce nous-mêmes, autour de nous, sur nous et autour de nous, sur tout le monde. Donc les femmes, oui, bien sûr que toutes les femmes, elles veulent s'habiller comme Ruby, elles veulent être des stars très belles, désirées par les mecs. Et les mecs pareil, donc tout le monde veut être comme ça, veut avoir la liberté, mais ça, je ne me permets pas trop de rentrer dans les détails, puisque moi-même, je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Je ne sais pas pourquoi on n'y arrive pas alors qu'on le veut, vraiment. Ces chanteuses cristallisent la dualité et l'ambivalence de la société égyptienne. Un phénomène amplifié par la médiatisation qu'elles connaissent. Sandy a terminé son marathon promotionnel et elle se livre avec nous à l'énumération des couvertures de magazines qu'elle a pu faire en l'espace de 2 ans. Ça, c'est le magazine Rotana. Ils ont écrit la bombe de la chanson égyptienne. J'étais satisfaite de cette couverture. Ça, c'est le rendez-vous. C'est une parution en mon honneur au titre du nouvel espoir de la chanson. Ils ont écrit « Sandy a des rêves sans limite ». J'adore cette phrase. Ils ont écrit « Moi et l'amour ». Parce que c'était à mes débuts et on imaginait plein de choses sur moi. Mais l'article est quand même sympa. Là, il y a marqué « Je compte sur mon physique car c'est un passeport pour la célébrité ». J'ai beaucoup misé sur l'attrait physique, c'est vrai. Mais il faut aussi qu'on s'intéresse à mes chansons. Sandy tenait à nous montrer son dernier clip, tourné cet été à Paris. Aurait-il été possible de tourner avec cette tenue, ici, dans les rues du Caire? Impossible, je pense. Ça n'aurait pas été possible de tourner un clip comme celui-ci en Égypte. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas habitués à voir des filles aussi peu habillées comme moi. Et bien sûr, j'aimerais pas créer de troubles et surtout être victime de quelque chose. Sandy fait directement référence à 2 événements qui ont touché 2 stars de la bimbomania. L'ambivalence à l'encontre de ces chanteuses prit un virage tragique. Alors que la chanteuse libanaise Marwa se produisait au Caire pour un concert, son public masculin est devenu frénétique. Il attrape la chanteuse et la tripote littéralement. Elle parviendra à s'enfuir en pleurs, escortée par la police, après qu'on lui ait arraché une partie de ses vêtements. Personne ne sera arrêté. Mais ce fait divers n'est pas isolé. La danseuse du ventre que l'on voit ici, Dina, est aussi actrice. Invitée au Festival du film du Caire il y a quelques années, Dina a esquissé un déhanchement dans la rue. Suite à cela, les hommes, excités par son geste, se sont livrés à des attouchements et des violences sur les femmes qu'ils attrapaient dans la rue. Au siège des Frères musulmans, le député Hamdi Hassan réagit. Pour lui, c'est très clair, les coupables sont les stars et le gouvernement.
C'est un incident regrettable, mais ce sont des jeunes désœuvrés au chômage. On les a volontairement excités. Cela traduit le délabrement moral et économique de l'Égypte. Le gouvernement est responsable de cette situation. La société ne nous considère pas comme des êtres humains. La société se montre parfois hostile à ce qu'on fait, comme si nous n'étions qu'un fantasme, alors que nous sommes pourvus d'une sensibilité, d'une réflexion. Les critiques sont souvent blessantes. On nous place au cœur d'un débat qui est politique et je veux juste faire savoir que nous ne sommes pas en rock et que nous faisons partie intégrante de la société égyptienne. Certains disent que toi, comme d'autres chanteuses, vous ne respectez pas les mœurs du peuple égyptien, que votre activité va à l'encontre de l'islam. Te considères-tu comme une bonne musulmane? Oui, j'en suis une. On veut opposer ce que je fais à la bonne morale et la vertu des femmes voilées. Mais je connais des femmes qui portent le voile et qui ont des actions répréhensibles. Ma foi est une relation entre moi et Dieu. C'est une relation privée et ça doit rester dans la sphère du privé. Cette oppression sociale va s'arrêter. Et je pense que l'on doit défendre cela. Avec la révolution, le peuple va avoir l'occasion de choisir et j'espère que ça ira dans le sens de l'ouverture pour que chaque Égyptien puisse enfin jouir de sa liberté. Depuis l'année dernière, l'Égypte vit un passage important de son histoire. La révolution a permis de mettre fin à la dictature de Moubarak. Et aujourd'hui, le peuple égyptien doit identifier pour quel modèle de société il va opter. Pour une théocratie à la saoudienne, où la charia, la loi islamique, en sera le fondement, ou bien une démocratie à la turque, qui concilie laïcité et islam. La question reste ouverte et sur la place Tahrir, le débat est houleux entre laïcs et islamistes salafistes qui prônent un islam dur. Tais-toi! C'est le drapeau de l'islam, pas celui du royaume saoudien. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohamed est son prophète. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohamed est son prophète. Ce n'est pas le drapeau de l'Arabie saoudite, c'est le symbole de l'islam. Le drapeau de tous les musulmans. Il n'y a de Dieu que Dieu. C'est le drapeau de tous les musulmans. Mais le symbole de l'islam, ça n'est pas l'épée de ton drapeau. L'islam n'est pas arrivé par la force. C'est une pensée et une conception. Ça, c'est le drapeau de l'Arabie. C'est un modèle brutal dont nous ne voulons pas. Tu es musulmane? Tu te dis musulmane? Non? Alors je n'ai rien à faire avec toi, je n'ai rien à faire. Si tu n'es pas musulmane, je n'ai rien à te dire. Nous retrouvons Ruby dans les locaux de sa maison de disques. Pour elle, la société égyptienne doit aussi faire sa révolution des mœurs et des mentalités. Mon message, c'est celui de la liberté de disposer de soi. Ce que je fais montre qu'on peut disposer de soi. Ce que je fais fait partie de l'héritage de ce pays. On veut nous mettre dans la case de l'immoralité, mais où va notre société si on réprime tout ce qui plaît au peuple, si on s'insurge sur tout ce qui fait partie de la vie? Si l'Égypte a toujours exporté sa musique, son cinéma et sa joie de vivre dans le reste du monde arabe, le pays vit désormais sous l'influence des prêches salafistes, un islam dur et littéraliste, influencé par l'Arabie saoudite. Cette conception s'impose lentement mais sûrement dans toutes les strates de la société. Cet islam, jusque-là confiné aux couches populaires et aux couches moyennes de la société, touche désormais la bourgeoisie kérote. À quelques rues de là où vit Ruby, dans le quartier d'Héliopolis, ces jeunes femmes au foulard très tendance viennent assister aux cours salafistes du docteur Magda Amer. Et son discours est sans équivoque. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim. C'est une méthode d'apprentissage pour lire le Coran. Il y a une manière et un temps particulier à respecter pour chaque lettre. La manière dont la lettre sort.
si c'est une note haute ou basse. Ça paraît être de la musique vue comme ça. C'est trompeur, mais ça n'en est pas en réalité. C'est une science, en réalité, qui s'appelle le tajwid. Pour moi, c'est une obligation de bien savoir lire le Coran, de bien le comprendre et de bien l'appliquer dans la vie, et savoir vivre en conformité avec ses enseignements. Et maintenant, on va lire le Coran ensemble en utilisant le tajwid. Celui qui lit le Coran devrait être un chanteur exceptionnel, ou du moins quelqu'un de doué pour la chanson, non? Le cœur du musulman, il ne peut pas intérieurement garder les chansons et le dhikr, c'est-à-dire le Coran en même temps, ou l'un ou l'autre. En ce qui concerne la danse, bien d'avoir les chansons entraîne la danse. Ça, c'est numéro 2, c'est la danse. Et puis un état d'ivresse, troisièmement, enfin, ça peut finir par, je ne sais pas, une perte de respect. La danse, ça vient de Satan, c'est se distraire d'une manière lahu alaib, c'est-à-dire perdre son temps et ne pas invoquer Allah, être assez loin de l'invocation d'Allah. Et comme on le sait, seul par l'invocation d'Allah, on ne peut que ressentir la paix, la tranquillité. La danse était une institution et une tradition en Égypte. Nous devions initialement assister à un festival de danse. Il devait avoir lieu dans un grand hôtel de la capitale. D'abord conviés, on nous décommandera car on doutait de nos identités. Finalement, le festival sera maintenu, mais dans le plus grand secret, par peur des salafistes. Son organisatrice, Rakia Hussein, ancienne danseuse et professeure de danse, nous en donnera l'explication une fois l'événement passé. C'est une année difficile. Je ne savais pas que vous étiez des journalistes étrangers, enfin de vrais journalistes. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que vous étiez des salafistes. Nous avions peur pour les danseuses. C'est pourquoi j'ai fait croire à l'annulation du festival et je voulais que personne ne filme. La danse est devenue un sujet très sensible en Égypte. Trouver une danseuse qui veuille témoigner est un vrai défi en Égypte. Après plusieurs pistes, après plusieurs refus, nous nous rendons dans l'un des quartiers populaires du Caire pour y rencontrer Haïfa, danseuse traditionnelle qui se produit encore dans les mariages. Elle a accepté de nous recevoir, mais nous la sentons tendue et inquiète. Non, on ne peut pas tourner ici. Je ne peux pas. C'est pas possible. Elle préfère nous donner rendez-vous loin de chez elle, car sa famille et le voisinage ignorent tout de son activité. Haïfa doit se produire ce soir dans un mariage. Nous la suivons là où elle a l'habitude de se préparer. C'est comme ma maison ici. Quand je suis là, je suis à l'aise. C'est ici, dans ce salon de coiffure pas comme les autres, que les danseuses comme Haïfa se retrouvent pour se préparer. Ici, elle est à l'abri des regards. Est-ce que tu peux me mettre une couleur plus foncée? Cette couleur-là? Le rouge? Attends, est-ce que tu as une couleur plus proche du noir? Il y a celui-là ou celui-ci? Oui, celui-là est mieux. Moi, je viens ici tous les jours. Enfin, tous les jours où je travaille. Sinon, je reste chez moi. Toutes les filles qui viennent ici sont danseuses. Par contre, les femmes au foyer ne viennent pas ici. Ça risque de porter préjudice à leur réputation. Personne ne sait que je fais ce métier. Il n'y a que ma mère qui le sache depuis le début. Moi, je fais juste le maquillage. Après, elles vont faire leurs affaires. Pour Haïfa, les chanteuses bimbo n'ont pas à affronter quotidiennement la réalité des rues du Caire et une pression sociale constante. Elle, si. Et cette confrontation quotidienne lui est de plus en plus pénible, car les préjugés ont la vie dure ici. Les Égyptiens, à la base, il n'y a pas que les danseuses qu'ils dénigrent. Une femme qui marche dans la rue et qui n'est pas voilée, ça suffit pour qu'elle s'attire des remontrances. Alors si elle a des vêtements moulants, courts ou autres,
Ils vont la voir comme une extraterrestre et la critiquer. Ce sera mal vu. Alors si on parle des danseuses, c'est pire. La voir danser, ça les choque, comme s'ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Pour moi, c'est un travail comme un autre. Les femmes aujourd'hui sont plus véhémentes que les hommes encore. Elles te regardent mal et se posent des questions à ton sujet. C'est quoi ton travail? Mais ça ne les regarde pas. Nous interrogeons une autre danseuse. Elle ne souhaite pas être filmée, mais son témoignage est éloquent sur les dangers qu'elle encourt. Quel âge j'ai aujourd'hui? Je viens d'avoir 25 ans. Le métier de danseuse est difficile ici? En ce qui me concerne, c'est facile. Qu'est-ce qui est facile? Parce que j'aime la danse, tout simplement. Ta famille est au courant? Non, ils le savent pas. Donc tu sors et tu rentres tard sans leur dire ce que tu fais. Oui, mais ils ne se doutent pas de ce que tu fais. Je ne vis pas avec mes parents. Tu es mariée ou pas? Non, je ne le suis pas. En fait, tu n'as pas accepté qu'on te filme parce que tu as peur de ta famille. Si jamais ta famille l'apprend, qu'est-ce que tu risques? Je n'imagine pas. Tu risquerais quoi en fait? Le meurtre, sûrement. Mais c'est ton travail, tu ne fais rien de méchant. Non, c'est vrai. Pourquoi ils te créeraient des problèmes? Parce que ma famille n'aime pas cela. Mais ils aiment quoi alors? Ils sont traditionnalistes. Tu disais quoi? Ce sont de fervents religieux. Est-ce qu'ils considèrent la danse comme illicite? Oui. Haïfa est prête. Elle est toujours accompagnée de son chauffeur et accessoirement de son homme de main pour parer à toute menace. Elle ne prend plus de risques depuis quelques années et se produit dans des endroits qu'elle connaît déjà ou que d'autres danseuses ont eu l'occasion de tester. On ne va pas partout. Certains endroits sont dangereux pour les danseuses. Il y a des endroits où il est même interdit que les danseuses se produisent. On ne travaille qu'avec des habitués ou des gens qu'on nous a recommandés. Si on entend qu'une danseuse a eu des problèmes, alors on ne va plus là-bas. Mais l'éventualité d'un débordement est toujours à envisager. Une fois arrivée, Haïfa doit faire vite pour ne pas provoquer les ardeurs des plus jeunes qui guettent dans la rue. Elle doit aussi demander au préalable que nous puissions la suivre. Ça ne me dérange pas s'il reste 5 minutes avec moi après que je me sois changée. J'arrive très vite, car ça ne se fait pas que je m'attarde devant tous ces hommes, parce que je suis la seule femme au milieu de tous ces hommes. Ce n'est pas convenable. Et en plus, je dois me changer. Face à certains débordements et à une pression sociale de plus en plus forte, le régime a réglementé la tenue des danseuses. Elles sont désormais soumises à des règles strictes. Il y a une loi en Égypte sur la censure pour les danseuses. La danseuse doit obligatoirement porter la voilette sur le ventre et un short en dessous de la robe. La longueur doit aller jusqu'au tibia, sans qu'on ait d'autres indications. Si jamais la danseuse est attrapée sans voilette, elle a une amende. Cette tenue-ci, je suis obligée de la mettre parce que ça ne se fait pas de marcher dans la rue en tenue de danseuse. Je sors de voiture avec. Et je ne l'ôte qu'une fois sur scène, uniquement lorsque c'est mon tour de danser. Moi, personnellement, je la garde. Certaines danseuses l'enlèvent, je préfère la garder. Certaines danseuses l'enlèvent, mais après, il se peut que ça dégénère. Haïfa pense à décrocher d'ici quelques mois. La pression sociale est trop forte, et dans un pays où l'insulte fille ou fils de danseuse est lourde de sens, Haïfa préfère arrêter avant que sa fille n'ait à souffrir de la raillerie des autres enfants. J'ai décidé d'arrêter ce travail à la fin de l'année. Je ne veux pas que plus tard, on découvre mon métier et qu'on finisse par traiter ma fille de danseuse. Ça me serait insupportable. C'est la pire insulte ici. On fait signe à Haïfa qu'elle peut rejoindre la scène. Si elle quitte le métier, Haïfa devra trouver une autre source de revenus. Et elle le sait déjà, ce sera moins confortable que la danse.
Je ne peux pas dire qu'on devienne riche, mais ça rapporte plutôt bien. Tu gagnes combien par mariage? Ça dépend. Approximativement, en moyenne. Un peu plus de 600 livres égyptiennes par mariage. Et c'est bien par rapport au niveau de vie ici? Oui, plutôt, Dieu merci. Par rapport au niveau de vie moyen, c'est largement suffisant. Et ça me convient. Haïfa monte sur scène, c'est l'attraction de la soirée. Et pourtant, il ne reste plus qu'une centaine de danseuses égyptiennes dans tout le pays. Mais face à cette désaffection, ce sont désormais les étrangères qui les remplacent. Cette jeune femme est coréenne. Elle est venue au Caire faire son apprentissage de la danse orientale. Elle se produit depuis plus d'1 an dans les mariages traditionnels. Comme chaque semaine, elle vient prendre son cours de danse chez Rakia Hussein, son professeur. Mais dans la clandestinité, car officiellement les cours de danse n'existent pas en Égypte. Pour moi, c'est un art. C'est la danse de leur pays. C'est un héritage. Alors je ne comprends pas pourquoi ils doivent lutter contre tous ces interdits. Si j'étais égyptienne, j'aurais aimé pouvoir apprendre la danse dans une école. Mais il n'y a pas d'école pour cela. Je ne comprends pas toutes ces contraintes et cette hypocrisie. Une danseuse ici a besoin de 2 agréments. Le premier du comité de censure et le second de la police des mœurs. C'est la police en fait. La danse n'a rien à voir avec ça. À quoi sert la police ici? On parle aujourd'hui d'art propre en Égypte. Un art qui serait conforme à la norme islamique et à la vision des plus traditionnalistes. Cette réalité commence à toucher les chanteuses. Certaines d'entre elles doivent faire face à la censure de leurs clips. Ici, le décolleté de la dame sera flouté avant d'accueillir ses pensionnaires. Najla, que l'on voit ici, est tunisienne. Elle est venue faire carrière au Caire comme beaucoup d'autres. Ce clip sera jugé pornographique et interdit de diffusion. Une interdiction demandée par maître Nabi Alouache, et les sanctions administratives iront beaucoup plus loin. Il a voulu faire un exemple qui pourrait même faire l'objet d'une jurisprudence. C'est le ministre de l'Intérieur qui peut déchoir la nationalité d'une chanteuse ou mettre fin à son titre de séjour dans le pays. C'est ce qui a été fait pour Najla, qui n'a pas respecté l'éthique et les valeurs du pays. Les scènes de nu et ses déclarations ont été l'objet de ma requête. Najla a même dit dans une émission qu'elle avait excité le cheval que l'on voit dans son clip. Elle en était fière. Le réalisateur a même dû cacher cela. Est-ce que ça se dit ça? Ça se dit? Je l'ai poursuivi. Le jugement m'a donné raison. Elle a dû quitter le territoire et s'exiler au Liban. Bien sûr, je veux qu'il y ait une jurisprudence pour toutes ces chanteuses, mais aussi pour les actrices et acteurs, aux œuvres et aux propos indécents. Je veux qu'il soit interdit de voix de presse et de toute médiatisation. La chanson n'a pas été touchée par ce retour à l'ordre moral et la rigueur religieuse. Mais le cinéma en porte désormais les stigmates. Nombreuses sont les actrices à s'être voilées. C'est le cas d'Anan Turk, la plus célèbre actrice du cinéma arabe, qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle incarnait dans son dernier rôle non voilé une danseuse de petite vertu.
Le film sera interdit de diffusion et elle se voilera après le tournage. Au début, je n'ai pas pu concevoir de porter le voile, car mon amour pour le cinéma était trop fort. Mais je sentais que le voile était une obligation. Et je me demandais quelle était la relation entre le voile et la foi. Donc je suis allée voir un théologien, un homme très sage en qui j'avais confiance. Je lui ai dit que je n'avais qu'une question à lui poser. Le voile, est-ce que c'est essentiel? Est-ce le gage du paradis ou non? Tu as des doutes sur le fait que ce soit une obligation? J'ai répondu oui, j'ai des doutes. C'est une obligation, m'a-t-il répondu. Donc entre la promesse du paradis et celle de l'enfer, j'ai choisi mon camp. Choix personnel, pression sociale ou intérêt financier, Hanan Turk milite désormais pour le port du voile. Pour Youssef Chahine, qui l'a révélé à l'écran, elle a été achetée comme beaucoup d'autres par l'Arabie Saoudite. On leur a donné de l'argent, beaucoup d'argent. Ça va jusqu'à 2 millions de livres égyptiennes à 4 millions. Il y en a en général, ils n'ont pas beaucoup d'argent, les acteurs, au commencement de leur vie. À la fin, si ça marche, ça marche. Alors quand on leur offre 4 millions, c'est un tout petit peu Shangri-La, c'est le rêve. Mais qui a donné cet argent en fait? L'Arabie. Nous nous sommes rendus à l'Institut politique du Caire rencontrer le spécialiste Emad Gad. L'émergence d'un cinéma et d'un art propre, comme on l'appelle ici, est concomitant à l'influence économique et politique grandissante de l'Arabie Saoudite dans la région. Il y a un certain nombre d'acteurs et d'actrices qui refusent formellement de faire des scènes osées. C'est ce qu'on appelle le cinéma propre. C'est en réalité un nouveau marché, adapté aux critères de certains pays du Golfe. Les critères d'adhésion pour le cinéma propre, c'est de produire un cinéma qui soit en entière conformité avec la loi islamique. Qu'il n'y ait donc pas de scène de baiser, d'étreinte, qu'il n'y ait pas un homme et une femme ensemble seuls dans une même scène. Ces gens-là ne font que répondre à la demande d'un nouveau marché, celui du cinéma propre. Ce n'est pas un nouveau mode de vie qu'ils ont adopté, c'est juste une nouvelle économie, un rôle de composition qui se joue à la fois à l'écran et dans la vie. Tout cela pour vendre à l'Arabie Saoudite, non? Oui, c'est juste l'émergence d'une nouvelle économie qui a fait naître ce cinéma. Et compte tenu de la dégradation du pays et de son système politique, il n'y a pas eu de préservation de la culture égyptienne et du cinéma égyptien. Du coup, les producteurs vont là où il y a de l'argent. Et ces productions qui sont exportées reviennent sur nos chaînes. Du coup, les Égyptiens subissent aussi cette production. Il faut ré-égyptianiser l'Égypte en quelque sorte. Le voile a ainsi fait son grand retour à l'écran comme dans les rues du Caire et du reste du monde arabe. Malgré le succès que ces chanteuses rencontrent et la controverse qu'elles ont suscitée, Ruby et Sandy sont loin d'être devenus des archétypes et des modèles que l'on imite. Mais à l'heure des printemps arabes, Sandy se prend à rêver que la révolution permette la question du choix et ouvre le débat. 85% des Égyptiennes sont voilées. Est-ce parce qu'elles n'ont pas accepté le défi de te ressembler? La liberté ne porte pas exclusivement sur la question de porter le voile ou non. C'est la liberté d'agir, de choisir, de penser qui importe. Sinon, nous n'aurions pas fait la révolution, si nous ne cherchions pas la liberté. Et dans ce cadre-là, le port ou non du voile ne sera qu'un choix personnel et plus un choix pour être en conformité avec la société. La révolution a initié une volonté de changement, mais ce sont aujourd'hui les islamistes qui en récoltent les fruits. La confrérie des frères musulmans est un parti en voie de normalisation et les salafistes, eux, militent pour exporter le modèle saoudien en Égypte. Depuis l'effondrement de la dictature de Moubarak, l'influence des salafistes est grandissante dans la société.
Notre vision, c'est que l'islam est une religion politique et militaire. La religion, c'est la politique. À ce titre, les salafistes s'intéressent à la politique. Et c'est aussi une religion militaire. La religion gère et régit tout. Si les salafistes n'étaient pas actifs jusque-là, c'est parce que nous étions menacés par la sûreté de l'État. Les libertés individuelles des femmes se sont considérablement réduites ces 20 dernières années, sous l'influence grandissante des frères musulmans dans la société. Mais aujourd'hui, les salafistes veulent aller encore plus loin que les frères musulmans, qu'ils tiennent pour des réformistes. Le militant Ali Talat se revendique du salafisme le plus extrême. Je suis salafiste djihadiste. Mon souhait le plus cher est de m'engager auprès des Moudjahidines en Afghanistan, comme le souhaitait Ben Laden. Je rêve d'une Égypte qui vivait comme on vivait au temps du prophète. Que tous les musulmans en Égypte et dans le monde vivent selon les enseignements du prophète. Nos femmes et nos filles musulmanes doivent être méconnaissables pour éviter toute tentation, comme il est dit dans le Saint-Coran. Le voile est comme une porte qui doit rester fermée à la promiscuité des inconnus. Les frères musulmans sont trop laxistes, notamment sur le port du voile et la mixité homme-femme. Les frères musulmans sont trop mous, trop ouverts sur ces points-là. Soutenus et financés par l'Arabie saoudite, les salafistes veulent instituer une théocratie en Égypte. À travers des talk-shows islamistes, l'Arabie saoudite cherche à exporter son modèle en Égypte, mais aussi dans le reste de la région. Dans ce talk-show, on y fustige l'influence néfaste des danseuses et des chanteuses. Cette émission s'attaque aussi à la permissivité des étudiantes qui se rendent sur leur campus sans le voile. Les étudiantes voilées, elles, sont assurées d'échapper aux flammes de l'enfer. Et c'est une ancienne actrice égyptienne, reconvertie dans le prosélytisme religieux, qui anime ce programme. Les vidéoclips sont l'œuvre de Satan. Ces chansons séduisantes ont pénétré nos foyers et elles finiront par corrompre nos enfants. Elles détruisent la base de notre éducation. Face à un avenir politique incertain et à la menace islamiste, nous avons demandé à Sandy et Ruby si elles envisageaient de se voiler et de changer leur registre. Certaines personnes peuvent considérer l'art comme illicite. Mon but dans l'art, c'est de transmettre l'idée de liberté. Et toi, est-ce que tu porterais le voile? L'idée de porter le voile, j'y pense. Ce n'est pas impossible, mais quand, seul Dieu le sait. Si Sandy se partage désormais entre l'Égypte et l'étranger pour poursuivre sans entrave sa carrière, Ruby n'a fait aucune concession. Son avis est plus tranché. Elle nous a donné rendez-vous sur les bords du Nil, et le choix du lieu n'est pas anodin. C'est là où se retrouvent à la nuit tombée et en cachette les jeunes couples amoureux. Pour elle, la liberté n'a pas de prix. Je suivrai tout simplement. Je ne suis pas prête à changer, à porter le voile ou quoi que ce soit d'autre. J'aime trop la liberté, je suis comme ça. Les bimbos d'Égypte sont l'expression d'un paradoxe. Dans une société en pleine islamisation, elles sont apparues comme un moyen de ventiler la frustration de la population. Toléré jusque-là, ce marché pourrait bien disparaître si les frères musulmans et les salafistes poursuivent leur accession au pouvoir. L'Égypte reste encore le premier marché pour ces chanteuses, mais aujourd'hui, face à un avenir incertain, c'est le Liban, pays multiconfessionnel, qui a repris le flambeau. Les nouvelles chanteuses libanaises sont pour la plupart non plus musulmanes, mais chrétiennes.